Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Pour fêter la parution de sa monographie Inside Views en librairie le 13 mai, nous avons interrogé Floriane Delacé sur ses débuts en photographie et sur la manière dont elle conçoit ses séries. Dans cet entretien, elle revient sur ses jeunes années new-yorkaises, quand, étudiante à l'ICP, elle entreprenait cette première série de photographies à la chambre où elle se mettait en scène. Nous suivons ensuite avec elle les fils conducteurs de son travail, la quête de l'autre, de l'ailleurs, la volonté de s'éloigner d'un quotidien trop connu, le rôle du mouvement, la manière dont le cinéma, notamment celui de Jacques Tati, joue sur son inconscient. Et puis, bien sûr, entre pratique artistique et engagement documentaire, sa volonté de placer au cœur de sa réflexion photographique la place de l'humain, les femmes en particulier, dans leur environnement. Passionnée par les procédés alternatifs, elle déploie ainsi depuis plus de 20 ans sa grande maîtrise technique et son énergie inaltérable pour témoigner du sort réservé aux mises à l'écart. Le rôle de la couleur dans la construction de ses images, sa capacité à créer des mises en scène qui prennent toute leur ampleur quand elles s'exposent en grand format et sa connaissance du graphisme font merveille quand il s'agit de révéler le beau dans le tragique ou le tragique dans le beau. Bonjour Floriane, merci de nous accueillir chez toi. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un jour un petit peu singulier parce que c'est l'arrivée chez toi du livre Inside Views. Et je voulais commencer par le livre Inside Views parce qu'il correspond, je crois, à tes débuts en photographie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce livre? Comment tu es venue finalement à la photographie? Donc, moi, la photographie, je pense que comme beaucoup d'adolescentes ou d'adolescents où on se regarde dans le miroir, c'est venu un peu naturellement vers l'âge de 12-14 ans. Mais il y avait quelqu'un il y a quelqu'un qui m'a toujours photographiée depuis mes 2 ans jusqu'à mes 40 ans à peu près. Un peu vexée d'ailleurs qu'il ait arrêté. Je me suis dit, il n'y a plus rien d'intéressant. Mais sinon, globalement, c'est vers l'âge de 14 ans. Et j'étais absolument persuadée que je voulais faire de la photographie. Et pourtant, j'ai fait des études plus générales, notamment de graphisme, en me disant, je serais peut-être pas suffisamment bonne pour pouvoir vivre de ma photographie. Donc, j'étais assez cartésienne. Donc j'ai fait après une école de graphisme qui s'appelait Penningen. J'ai travaillé un peu dans la publicité, dans le graphisme, et clairement je voulais être toute seule. J'avais pas envie d'être avec un patron, aller au même heure, même jour, tout ça au travail. Ça me plaisait pas du tout. Et donc je suis repartie à New York faire 1 an à l'école de photographie de International Center of Photography, ICP. Mais évidemment, quand on part à New York 1 an, en général, on y reste le double, voire le triple. Donc, je suis en effet restée 3 ans là-bas. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, je connaissais pas grand monde. J'étais assez seule. Du coup, de mon appartement, je vivais un peu une vie par procuration à la fenêtre, en regardant ce qui se passait à côté. Alors c'était absolument passionnant parce qu'il y avait justement un poste de police dont la salle de repos où ils avaient des baby-foot, une cafétéria. C'était là où ils étaient et donc en fait je voyais tous ces policiers faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir pour des policiers alors qu'ils sont ils sont juste en uniforme, mais donc ils étaient au baby-foot, ils mettaient les pieds sur la table, ils avaient toute leur petite vie et du coup moi j'adorais les photographier depuis mon petit balcon du East Side, Lower East Side. Et voilà. Et puis après de cette longue fenêtre, un peu comme dans Fenêtre sur cour, de cette longue fenêtre, j'ai commencé à regarder d'autres voisins. Et puis petit à petit, j'ai brisé ma timidité et je suis allée sonner aux portes de mes voisins. J'ai commencé à les mettre en scène. Puis en fait très rapidement, je me suis mis en scène. C'était avenue C et 6e rue. Oui, c'est ça. Non, avenue C, ouais, et 6e rue. Voilà.
Et donc, je commençais tout juste à ICP, j'ai découvert la chambre photo. Et moi, qui étais un petit peu timide, en fait, la chambre photo, ça m'a permis de m'isoler derrière un voile noir. Et ça me plaisait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une photo, notamment en numérique, en fait, on est relativement dépossédé de sa photo parce qu'il y a toujours quelqu'un pour aller derrière l'appareil photo, voir comment est la photo, est-ce que je suis bien sur la photo, efface la photo, montre-moi l'autre, que là, au moins, avec la chambre photo, on est tranquille. Il faut développer le film, attendre, et donc personne ne peut juger de ce moment avant le développement et avant le tirage aussi. Et tu as été tout de suite repérée par un éditeur à l'époque, et la série Inside You s'est tout de suite assez vite transformée en livre. Oui et non, c'est-à-dire que d'abord, très vite, les tirages que je faisais, donc je faisais des tirages traditionnels sous agrandisseur couleur à l'école, et très vite j'ai commencé à les accrocher, bon évidemment dans l'école mais aussi dans mon quartier. Donc je me suis débrouillée avec des doormen d'immeubles qui étaient à côté, et je les ai un peu mis comme ça sans avec une autorisation un peu comme ça, pas très officielle, et j'ai mis ces grands formats, donc c'est 1,20 m à l'époque, par 1 mètre, qui était autour dans mon quartier, donc et je disais un peu aux gens si vous avez une belle vue de chez vous, ou est-ce que je peux poser chez vous. Donc il y a eu cette petite relation dans le quartier. Et puis après, au sein de l'école, moi je passais ma vie dans l'école, je dormais quasiment dans l'école, donc on connaissait un petit peu mon travail. Mais en fait, moi je suis sortie de l'école vers 2004, mais j'y traînais toujours parce qu'ils ont toujours ce processus absolument génial qui est que, en fait, quand on est assistante professeur, en fait, on gagne des heures en tant qu'élève. Donc cette année d'études, en fait, a duré 3 ans parce que j'étais assistante professeur la seconde année, et du coup, ça me permettait de continuer mon enseignement. Donc ça c'est extraordinaire. Donc j'ai pu me former à des choses très différentes, et d'ailleurs je voulais absolument tout envisager. Et donc, j'étais au niveau de la personne qui louait les appareils photo, j'étais absolument insupportable, puisqu'en fait, j'ai voulu louer des chambres napoléoniennes 20-25, des chambres 4-5, mais j'ai voulu aussi louer les premiers dos numériques à l'époque, les moyens formats, toutes sortes d'appareils photo. Si j'avais pas expérimenté, il fallait que je l'emprunte au moins pour une semaine ou deux. Donc je les ai un peu rendus zinzin, mais j'ai absolument utilisé tous les appareils photo qui étaient disponibles à ICP. Et donc cette série qui a commencé, on va dire un peu timidement, parce que j'étais quand même très timide en 2004, puis 2005. Je suis rentrée, j'ai une galerie en 2007 en France qui m'a appelée, j'habitais encore à New York je crois, et je m'en souviendrai toujours, et qui m'a dit voilà, bonjour, je suis Philippe Chaume, j'ai vu votre travail à un prix photo, c'était un prix étudiant, un tout petit prix photo, c'était vraiment, j'aurais pas d'équivalent en France, mais c'était un tout petit prix photo dans un tout petit magazine. Il l'avait vu. Donc, il voulait me prendre dans sa galerie. Donc, moi, je suis un peu tombée des nues, mais c'était super. Et en parallèle, donc là, c'était en 2007. Donc, j'avais déjà réalisé à peu près 2-3 ans de photos. En parallèle, l'école de ICP, en partenariat avec la boîte d'édition Nazraeli Press, qui est peu connue en France d'ailleurs, voulait donner sa chance à un élève diplômé d'ICP des 10 dernières années. Et donc, on nous demande, l'école nous demande d'envoyer un petit dossier. Et puis, 6 mois après, non, c'était en 2006, c'était en 2006. Et 6 mois après, le directeur de l'école me dit, bingo, bravo, c'est toi, tu vas éditer ton premier livre avec ICP et Nazraeli Press. Nazraeli est quand même connu pour éditer des bouquins, en général en noir et blanc, d'artistes américains de sexe masculin morts. Donc, c'était un peu une première pour eux d'avoir... Tu voulais contredire toute l'approche. Complètement. Donc voilà, et donc j'ai fait mon premier livre de grande taille, très beau avec eux. Évidemment, je ne me rendais pas compte que éditer un livre, c'est
beaucoup de travail, beaucoup d'argent, puisqu'en fait, on m'a littéralement pondu un livre gratuitement. Bon, voilà, comme ça. Donc, c'était très bien. Heureusement, la suite m'a permis de me rendre compte que c'est pas si simple que ça. Et voilà. Et donc, ça, c'était le premier livre. Et en fait, en 2009, 2 ans après, il était épuisé. Donc, depuis 2009, on me demande le livre Inside Views, le livre Inside Views, le livre Inside Views. Donc, voilà, ce qui est très beau, c'est que dans le premier livre, il y avait 2-3 ans de travail, parce que quand on fait une série photo, surtout quand c'est une des premières, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Enfin, ça arrive, certains photographes le savent. Moi, je ne savais pas. Je pensais que je ferais New York, Shanghai et Moscou. Mon galeriste parisien, du coup, m'a dit « Mais non, mais en fait, pas du tout. Tu vas continuer, t'es co-prémisse de cette série. » Et donc, c'est vraiment en partie grâce à ce galeriste qui a vraiment vu tout le potentiel de la série, de ces solitudes féminines urbaines, qui était vraiment mon ressenti. Mais je me rendais pas compte à quel point ce sentiment pouvait être assez universel. Et à travers le confinement, on l'a d'autant plus ressenti, donc quelques 10 ans après. Alors, je continue cette conversation pour aborder un peu plus précisément ton approche photographique. Tu es une photographe qui fonctionne par série. Donc Inside Views a été une série qui a pris beaucoup de temps, mais évidemment il y a d'autres travaux que tu développes qui sont sur des périodicités ou en tout cas des temporalités plus courtes ou en tout cas géographiquement plus serrées. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la dernière série que tu es en train de réaliser? Je crois que tu es partie au Sri Lanka. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est très parti. En fait, ce qui s'est passé, donc moi, je suis passée du noir et blanc à la couleur, on va dire, vers l'âge de 18 ans. Donc, ça fait quand même un sacré moment. Et en fait, je trouve que avec le confinement, avec cette nouvelle période un peu étonnante, on peut se permettre un peu une ouverture sur le monde et une ouverture sur des choses qu'on n'avait pas expérimentées. Et moi, depuis mon au revoir au noir et blanc, donc il y a longtemps, j'avais plus du tout expérimenté tous les procédés anciens ou ce qu'on appelle aujourd'hui les procédés alternatifs. Pourquoi on n'appelle pas ça des procédés anciens? C'est parce que maintenant, ce sont des négatifs numériques qui sont imprimés sur des imprimantes numériques avec lesquels on va retravailler. Enfin, après, on va utiliser des techniques anciennes. Donc, on appelle ça les procédés alternatifs. Et moi, je rêvais de faire une formation comme ça. Et donc, dans ces périodes où on a le droit de réfléchir autrement et de revisiter sa profession peut-être de manière plus ouverte, j'ai voulu faire ça, donc en 2022. Et donc, je suis partie au Sri Lanka spécifiquement pour faire des images en noir et blanc. Je pense que on envisage les choses totalement différemment en noir et blanc. Je trouve que ça donne une atemporalité, le noir et blanc. On ne sait plus si c'était il y a 20 ans, si c'était il y a 10 ans, si c'était maintenant. La deuxième chose aussi, c'est que ces affreux masques anti-Covid bleus atroces sont vraiment monstrueux en couleur et ils passent beaucoup mieux en noir et blanc. Je m'en suis aperçue après. Et voilà. Et donc au Sri Lanka, voilà, j'ai fait des toutes nouvelles images. Pareil, très radical. Alors, on n'est plus en couleur, on est en noir et blanc. On n'est plus en 4:5 qui était mon format favori. On est en panoramique et on est en analogique. On n'est plus en numérique. Donc, oui, c'était un grand virage. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas encore. Mais voilà, j'ose dire que je ne sais pas encore, j'ai pas de pression là-dessus. Et donc j'ai fait des tirages au platine, au sel d'argent. J'ai fait des tirages ça s'appelle direct to print, donc c'est comme de la photogravure. J'ai fait du cyanotype, mais je pense que ces nouveaux outils vont me servir dans les séries prochaines ou pour ces séries du Sri Lanka. Donc, je suis un peu au balbutiement de ce que je vais faire, de tout ce matériel que j'ai ramené. Voilà.
Et alors ton travail, quelles que soient un peu les séries que tu as produites, depuis Inside Use jusqu'à plus récemment Modern Satie ou même les Mamas Benz, je trouve que la particularité de ton travail, c'est d'associer toujours réflexion documentaire et appropriation du réel. Entre documents et art. Comment conçois-tu tes séries? Est-ce que c'est devenu complètement inconscient ou est-ce que vraiment tu as toujours dès le départ souhaité associer la maîtrise de la technique au service d'un art photographique, d'un véritable regard, tout en documentant soit un pays, soit une époque, soit justement un fait de société? Comment tout ça s'articule au moment de penser tes séries en amont? En fait, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, il faut qu'il y ait un coup de cœur visuel. Il faut qu'on tombe d'abord amoureux d'une photo et qu'on soit intrigué. Et en fait, le sujet, il va venir de manière plus ou moins évidente. Dans l'Inside Views, il est relativement évident, d'autant plus qu'on l'a vécu, ce confinement, cet enfermement. Mais dans d'autres séries, c'est beaucoup moins évident et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il va y avoir un niveau de lecture, on va dire esthétique, et derrière, il va y avoir un propos. Et j'aime que ce soit pas totalement évident. Dans les satis, en effet, on a ces femmes qui sont dans des fumées comme ça. Derrière, il y a un vrai propos, puis quelque chose que j'ai vécu, puisqu'en fait, quand je pars dans un pays, je pars en général à peu près 2-3 mois, et je peux y revenir. En Inde, ça fait la 11e fois que je vais en Inde. Et c'était en fait l'histoire de ma voisine qui, en fait, avait perdu son mari. Et en général, quand on perdait son mari... il y a longtemps, jusqu'au 19e siècle, en fait, la femme devait brûler sur le bûcher de son mari. Donc ça voulait dire que non seulement elle était extrêmement peinée de voir son mari partir, mais on devait la brûler parce qu'on estimait qu'elle n'avait pas réussi à garder en vie l'âme de son mari. On brûlait les possessions et la femme, puisque la femme à l'époque était peut-être une possession du mari. Et voilà, et donc c'était terrible, la satie s'est arrêtée, heureusement, mais ça reste quelque chose de ancré dans la société. Donc déjà, on va le retrouver dans Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, sachant que Jules Verne, c'est un peu ma famille, parce que c'est un arrière-arrière-grand-oncle. Donc voilà. Et dans Le Tour du monde en 80 jours, en fait, on a Phileas Fogg qui part en Inde, il est sur un éléphant et il voit cette femme qui est en train de brûler sur le bûcher et il la sauve des flammes. Et c'est vraiment un personnage secondaire qui a pas, on se souvient pas très bien, mais en fait Phileas Fogg ne finit pas du tout son séjour tout seul. Il finit à se marier avec une indienne qui l'a sauvé des flammes et sauvé du bûcher de son mari. Voilà. Donc avec cette histoire de ce livre que j'étais en train de lire au moment où j'étais en Inde et au moment où ma voisine me dit « c'est terrible, mon mari est mort, comment je vais payer la dot de mes enfants ?» Et je suis une femme morte puisque en fait, là aujourd'hui c'est une satie sociale, c'est-à-dire que la femme qui est veuve n'a pas le droit de se remarier, appartient réellement à sa belle famille à partir du moment où elle se marie. Donc, quand le mari meurt, elle appartient à sa belle famille, elle perd le droit sur ses enfants qui sont élevés par la belle famille. Donc, finalement, elle meurt pas sur le bûcher de son mari, mais c'est une telle mort sociale, psychologique que finalement, je sais pas si c'est tellement mieux. Et donc voilà, j'ai voulu sensibiliser à cette cause. On sait que la cause des femmes en Inde est déjà dure, mais alors la cause des veuves, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui sont très jeunes, puisqu'avec les accidents de la route, c'est assez fréquent. Je trouvais que c'était quand même relativement dramatique. Et voilà, donc cette série, je l'aime particulièrement parce qu'elle parle d'un sujet de société très dur. Et comme c'est très puissant et que je voulais toujours garder un regard parfois un peu distant pour prendre du recul sur ce que je vivais, entre guillemets, j'ai fait à chaque fois une série en parallèle. Donc en parallèle des satis, il y a eu une autre série qui en général est plus monochrome. Et dans la plupart des fois où j'avais des séries comme ça très, très dures, et j'avais toujours une série plus monochrome en parallèle. Et donc j'ai fait les trucks en même temps que les satis. Ça me permettait d'avoir un regard, de me nettoyer les yeux en gros.
Et donc, je sais que j'ai trouvé sur ton site internet cette interview, enfin cet article de Valérie Duponchel qui faisait un portrait hommage et notamment qui mettait en avant ta personnalité très lumineuse, très optimiste. Est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'en effet, malgré la dureté des sujets que tu traites, malgré en effet les sujets de société que tu mets en avant et qui sont souvent d'ailleurs un regard sur les femmes et le sort des femmes à travers le monde, quelles que soient les cultures dont tu parles, est-ce que tu dirais que ton travail, par justement cette technique que tu mets en œuvre au service de tes mises en scène, reste toujours un petit peu optimiste, ou en tout cas montre aussi la beauté derrière la tragédie? Complètement. Complètement. Le but, c'est soit de leur rendre hommage, parfois, comme dans les hommages dont on va peut-être parler, et soit de sensibiliser les gens à cette cause-là, mais d'une manière, voilà, très douce. Mais en effet, dans certains cas, c'est aussi un hommage que je rends à ces personnes courageuses. Et dans How Much Can You Carry, on parle du poids de la vie, et c'est venu sur une route en Éthiopie où je marchais. Et je croisais ces files de marcheuses à l'équilibre impeccable et un port de tête extrêmement altier, sans être pédantes. Elles étaient juste fières de ce qu'elles faisaient. Elles allaient d'un village à l'autre, marcher 3 heures sous le cagnard pour voilà, pour vendre ou pour échanger des biens de première nécessité contre d'autres. Et donc d'une manière je sais pas si on dit artistique, mais en tout cas, j'ai fait une sorte de pièce montée sur leur tête. Donc, c'est réellement fait comme ça. Mais je tiens à dire qu'elle le porte pas comme ça sur la tête. C'est parfois, rarement, elle le porte comme ça, mais c'est moi, en tant qu'artiste, qui choisis de cette mise en abîme et de leur faire porter tout ce poids qu'elles vont soit tracter derrière elles, soit avec un âne, mais ça n'en reste pas moins un poids lourd physiquement et ou psychologiquement. On parle de cette capacité à mettre en scène, à sublimer aussi voilà, une tragédie ou en tout cas un fardeau qu'on peut porter socialement. Est-ce que tu dirais qu'une autre constante de ton travail, ce qu'on peut observer à travers toutes ces séries, c'est ce goût de l'ailleurs, de l'altérité? Est-ce que tu peux te considérer à l'image un petit peu de ces écrivains voyageurs comme une artiste aventurière ou une photographe, plasticienne, artiste aventurière voyageuse? Alors oui, en effet, déjà c'est quand même c'est une excuse énorme pour parcourir le monde, donc c'est pas désagréable. Mais c'est vrai que dans quelque chose qui est trop esthétique ou que je connais trop, je suis totalement en panique. Donc, quelque chose que je connais trop, la France, Paris, j'ai beaucoup de mal, même si j'ai fait quand même quelques séries autour de chez moi. Et j'ai jamais photographié mes enfants, par exemple, parce que c'est quelque chose que je connais trop, qui est trop proche de moi, dans un endroit qui est trop beau, trop esthétique. Donc ça peut être à l'autre bout du monde, mais la plage magnifique avec les cocotiers, ça va me terroriser. Je vais passer d'excellentes vacances, mais si c'était pas le but, si le but n'était pas de prendre des vacances, c'est un peu dommage. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de un peu dur ou un peu cassé ou un peu étrange. Et c'est pour ça que la Chine et l'Inde sont mes terrains de jeu préférés, parce qu'il y a toujours quelque chose d'étrange dans ces pays qui sont à la fois, là je pense à l'Inde, sublime, mais il y a quand même des ruptures, il y a des choses très dures, et donc c'est pour ça que j'ai une passion absolue pour l'Inde. Mais justement, face à ça, il y a des gens qui m'ont dit, bah oui, donc tu sais pas travailler en France, tu sais pas comment tu ferais si tu étais dans ton quotidien. Même certaines personnes mal intentionnées me disent, ah mais c'est trop facile de faire des belles photos d'urbanité à l'autre bout du monde. Alors je dirais, oui, c'est vrai, c'est facile d'en faire une, d'en faire deux, mais d'en faire pendant 10 ans. Il faut tenir la route. Et moi, je trouve qu'un sujet, le plus dur, c'est pas d'avoir l'idée, c'est pas d'en faire 2 ou 3, c'est d'en faire 10, 20. Là, ça devient compliqué, qu'elles soient toutes à la hauteur de la première. Ce que m'a amené justement cette école ICP, c'était que j'ai pu utiliser
tous ces médiums, tous ces appareils photo et toutes ces matières aussi, différentes matières, puisque la photo, c'est pas forcément sur un papier couleur, ça peut être sur du bois, ça peut être sur du métal, ça peut être sur plein de choses, ça peut être rétro-éclairé et tout. Et, et donc moi, j'aime en effet que les séries aient une absolue pertinence jusqu'au support, jusqu'à la taille. Et donc en effet, chacune de mes séries va avoir sa taille propre, mais aussi il y en a qui sont en vidéo, rétro-éclairé, du papier Fujiflex, du papier métallisé, du papier aquarelle, voilà. Donc ça, c'est très important pour moi que le propos aille jusqu'au support. Alors moi, je connais ton énergie, et moi, c'est vrai que je te vois, je pensais à ça l'autre jour en lisant un livre d'un professeur de philosophie sur la marche, et je te vois, je crois, comme une photographe qui marche, ou en tout cas une photographe en marche, et je me demandais, justement, je cite une citation de Frédéric Gros, « Seule la marche parvient à nous libérer des illusions de l'indispensable », et je voulais justement au regard de cette citation, te demander comment tu voyais la photographie. Est-ce que pour toi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que la photographie, c'est un acte de l'immobilisme, ou en tout cas, ou du silence, alors que dans ton travail, je trouve qu'il y a énormément de mouvement, malgré l'acte de figer quelqu'un par le biais d'un instant photographique. Je voulais aussi te faire parler du rapport, justement, du corps en mouvement, que l'acte de photographier, c'est aussi un acte du corps. Et je sais que tu as aussi fait une série au moins où le corps, le tien en l'occurrence, est mis en scène. Je voulais te faire réagir sur cette notion du corps en mouvement dans l'acte de la photographie. Bah, en fait, c'est très drôle parce qu'on n'en a jamais parlé et j'ai jamais réfléchi à ça. Il se trouve que moi, j'ai fait beaucoup de semi-marathons. J'ai beaucoup couru. Et en fait, je pense que je n'ai jamais eu une seule idée statique sur ma chaise. Il faut absolument que je sois soit dans un bus, je sais pas où, soit en train de courir. Donc, quand j'ai fait Homage Kenukari, en fait, je marchais pas, je courais en Éthiopie. Je voulais devenir la super marathonienne qui s'entraînait en Éthiopie. Et donc, en effet, il y a une sorte de dichotomie entre le fait d'utiliser une chambre photo qui nécessite quand même d'être statique sur un pied photo qui ne bouge surtout pas. La lourdeur. Et en même temps, au moment où j'ai l'idée, il faut absolument que je sois dans le mouvement. Et donc, en effet, je vais régulièrement marcher, courir. Il faut toujours que je sois en mouvement. Et la petite anecdote, quand j'étais petite, en fait, on me comparait souvent au petit lapin dans Alice au pays des merveilles, qui est tout le temps en train de courir, tout le temps il croit toujours être à la bourre, il pense qu'il n'a jamais assez le temps. Et en fait, j'étais terrorisée quand j'étais petite à l'idée de pas avoir assez de temps dans ma vie pour faire les choses. Et donc, je pense que c'est resté. Je suis toujours en train de trottiner. Je suis incapable de monter un escalier sans trotter. Et voilà. Donc, c'est ma nature. Et en même temps, j'ai choisi une photographie qui n'est pas du tout du photojournalisme où on va accompagner peut-être son sujet dans un mouvement où vraiment, je suis dans quelque chose de très statique. Ouais. Alors, tu nous disais que la photographie te permet en effet de t'extraire du monde, en tout cas du quotidien, pour en effet aller à la rencontre de l'ailleurs, de l'autre. Est-ce que tu dirais qu'en effet, il y a aussi cette volonté de se dépasser, le dépassement de soi. Je me souviens que tu as parlé du fait que autant tu avais été comme dans un poisson dans l'eau, dans l'urbanité verticale des grandes métropoles, autant la chaleur de l'Inde ou peut-être de l'Afrique t'avait énormément pesé et tu n'étais pas forcément dans comme on appelle ça maintenant, la zone de confort. Oui. Est-ce que ce dépassement de soi, il est vraiment associé à ton acte et à ton travail? Alors, j'espère que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus je suis en danger, plus je suis dans une situation peu agréable, à toute mesure gardée quand même, plus je vais produire quelque chose de fort. Un exemple dans les Inside Views, une série que j'adore particulier, c'est au Japon et à Las Vegas. Las Vegas, j'étais seule pendant 15 jours à Las Vegas, qui est un cauchemar absolu. Et j'ai fait des photos magnifiques. D'autres villes, ça va être plus consensuel, et d'ailleurs, elles font pas forcément partie du livre. Et donc, j'étais dans ce danger, dans cette angoisse, à
à Tokyo, je venais de me disputer avec ma galerie, donc j'étais en panique absolue de pas avoir de galerie, et j'ai fait une série qui est superbe. Et voilà, en Inde, on était en effet dans voilà, c'était très violent. En plus, j'avais des enfants très jeunes, donc il fallait aussi gérer ça. Donc c'était assez sur un fil toute cette création. Et donc il y a une dichotomie entre là où je me sens bien pour vivre, pour passer des vacances, voilà, pour vivre, comme je suis très bien dans ma maison en région parisienne, et l'endroit où je crée le mieux. Et donc, en fait, j'espère qu'un jour, j'arriverai à réconcilier les deux, parce que j'aimerais bien pouvoir créer dans des endroits hyper peaceful, quoi. Voilà, c'est pas enfin, voilà, donc c'est une vraie problématique pour moi. Alors, je voulais un petit peu aussi parler de tes inspirations, puisqu'évidemment, ta formation en graphisme, en direction artistique, je pense qu'elle a été prépondérante, ou en tout cas elle l'est. Ton apprentissage aussi de la couleur, sans parler donc de la technique comme on l'évoquait plus tôt. Est-ce que tu fais référence, est-ce que tu t'appropries des grands noms de la photographie, ou peut-être dans d'autres domaines artistiques, peut-être la peinture, la musique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi prépondérantes dans la manière dont tu appréhendes justement la construction de tes nouvelles séries? Alors là, j'ai pas du tout préparé, et mes livres sont tous de l'autre côté, donc. Mais il y en a beaucoup dans la bibliothèque, donc j'imagine que tu te nourris beaucoup de l'influence de la photographie, du cinéma aussi. Je vois beaucoup de cinéma, je trouve qu'il y a une véritable approche cinématographique aussi dans tes images. Alors, je vais t'étonner, Brigitte. En fait, j'étais pas du tout cinéphile. Enfin, je regardais quelques films, et c'est à partir de 2010 que j'ai commencé à regarder des films, à regarder vraiment des films qui avec une très belle esthétique. Mais en fait, étonnamment, il y a beaucoup de films qui me parlent complètement dans mon travail, mais dont j'avais absolument pas connaissance. Je ne connaissais pas Fenêtre sur cour quand j'ai fait Inside Views. Lost in Translation est sorti au même moment que je sortais ma série Inside Views à Tokyo. Donc c'était totalement conjoint. Babel est sorti après, que je ne connaissais pas non plus. Et donc en fait, il y a plein de films comme ça où je pense que c'était plus peut-être l'air du temps pour certains films qui sont sortis en même temps que ma série. Je les ai découverts après. C'était assez dingue. Et donc, en fait, je me suis très rarement inspirée de livres. Et si on me disait, il y a, par exemple, Burtynsky qui a fait telle série, ou des gens qui ont beaucoup travaillé, oui, en Inde, ou Harry Gruyère, ou c'est pas à lui que je pensais, c'était Peter Bialobrzeski, par exemple. En fait, je savais qu'il avait travaillé en Inde, et je me suis dit, j'ai réussi à me débrouiller sans connaître le travail de ces cinéastes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, je vais me nourrir de plein de choses, je vais régulièrement au Louvre, je regarde la peinture, Caravage, des choses comme ça, et je me suis dit, surtout, tu ne regardes pas de livres qui font référence à un pays où tu vas partir. Tu peux le regarder après, mais pas juste avant. Donc, je me suis un peu fait violence pour ne pas regarder après, évidemment. J'adore, ça va peut-être t'étonner, mais j'adore le travail de Ackerman. Enfin, d'ailleurs, on a le droit d'adorer des choses dont on n'est pas... Ça va de Ackerman à Erwin Olaf, à d'Agatha. Donc, mes références, on peut avoir, il me semble, avec ce que je fais. Mais oui, j'essaye de surtout... En fait, ou si je regarde quelque chose, il faut que je l'ai oublié et intégré, et que ça soit passé dans l'inconscient. J'aime l'idée, en fait, que le cerveau soit suffisamment intelligent pour aller récupérer des références inconscientes. Et quand je conçois une série, il faut que visuellement, elle arrive parfaitement dans mon cerveau. Donc, j'ai une idée comme ça, elle est un peu floue, elle est un peu vague. Et puis, petit à petit, l'idée ou une image, 2 images vont apparaître dans ma tête. Et il faut que ce soit parfaitement clair dans ma tête pour commencer à réaliser la série. Et en fait, il faut que ce soit parfaitement clair, peut-être en puisant dans le super ordinateur qui est notre cerveau, et aller chercher des références comme ça, mais de manière totalement inconsciente. Et ça m'est arrivé de faire des photos qui sont assez proches d'une photo qui existe déjà. Je pense par exemple à Alex Prager.
Et en fait, j'ai fait une photo très proche, mais c'était mon inconscient qui a été la rechercher. J'avais peut-être vu cette photo dans une foire d'art contemporain. Donc, je préfère finalement encore l'action de marcher dans une exposition, dans une foire, au statique de regarder un livre, même si j'en regarde, mais en fait, je regarde beaucoup plus d'images. Enfin, quand je dis d'images en mouvement, il y a des films, mais il y a aussi des images voilà, dans une exposition, plus que dans des livres. Voilà. Donc toujours le mouvement. Ouais, là, je me fais une sorte de petite psychanalyse à travers cette interview. C'est bien, des choses auxquelles j'avais absolument pas pensé avant. Ça paraît bizarre au début, mais en fait, Jacques Tati, je suis absolument passionnée de Jacques Tati. Donc ça, ces films, je les connais par cœur pour le coup. Et en fait, Tati, il avait, mais j'ai découvert après avoir commencé les vues de nuit, dans Playtime, en fait, il y avait tout le début des immeubles et le début de ses vies à travers les vitres qu'on va retrouver dans une esthétique différente de la mienne, mais il trouvait ça, il le faisait d'une manière humoristique, mais il trouvait ça un peu ridicule et drôle, toutes ces vies qui étaient collées les unes aux autres comme des vignettes et qui en fait n'interagissaient pas. Et si on regarde Playtime, il y a des moments où il se passe des choses d'une fenêtre à l'autre, mais les gens ne se voient pas. En fait, ils font la même action dans deux fenêtres différentes. Et ça me fascinait. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses en hommage à Jacques Tati. Très bien. Ah oui. Alors, je voulais finir notre entretien sur évidemment la part de l'humain, puisque évidemment tes mises en scène sont presque des paysages, ou en tout cas très picturales pour certaines, surtout quand elles s'expriment aussi en grand format dans tes expositions. Et même si en effet il y a cet aspect presque paysagiste, l'humain est une part prépondérante dans ton travail. Et je voulais donc associer cette prépondérance de l'humain au sein de tes sujets pour te faire parler à nos auditeurs de ton investissement au sein de cette première biennale photo-climat, qui justement donne une part vraiment très belle à la place de l'humain et aux conséquences en tout cas de dérèglement climatique par exemple sur tout ce qui peut arriver aux gens à travers la planète qui sont confrontés à l'absence de l'eau ou à la sécheresse pour l'agriculture, etc. Est-ce que tu peux nous parler des deux choses en même temps? Comment tu es venue justement à être directrice artistique de cette première biennale photo-climat et comment la place de l'humain est essentielle pour toi et comment tu l'exprimes à travers toutes tes séries? C'est vrai que dans les séries, il y a l'humain dans son environnement, à part dans Léo Much où il est un peu, il n'est pas isolé de son environnement, mais il est portrait. Il est plus portrait, il est plus direct. Et d'ailleurs, c'est avec maintenant les Mama Benz la seule série. Mais vu qu'il y a aussi les Mama Benz, c'est plus la seule série. Voilà. On peut en parler si tu veux maintenant des Mama Benz. C'est vrai qu'il y a aussi la place des femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup. En fait, je me sens beaucoup plus à l'aise de mettre en scène des femmes. Et d'ailleurs, dans certaines séries, je mimais des poses devant la glace, je me photographiais et je me disais, voilà, ça c'est une pose qui va bien. Donc je prenais la place de la femme. Et donc à travers les nouvelles séries, c'est vrai que j'ai mis en avant mis au jour certaines femmes exemplaires à travers Mama Benz, voilà. Et ouais, l'humain, j'ai l'impression qu'il prend peut-être de plus en plus de place dans mon travail. Au début, finalement, ça serait comme un zoom avant, c'est-à-dire qu'on était dans les inside view très loin, mais enfin, il y avait une vraie présence, mais lointaine, et qu'au fur et à mesure des années, on s'en rapproche. Peut-être qu'après, ça va être un re-zoom arrière, je ne sais pas. Je pense que c'est quand même lié aussi avec ma rencontre avec mon amoureux qui lui est très proche de l'humain dans son travail artistique, et je pense qu'il y a quand même quelque chose d'inconscient assez fort là-dedans, et donc oui, il y a beaucoup des nouvelles séries qui sont de plus en plus proches de l'humain. Et pour parler de la biennale qu'on a montée, en fait au début du confinement on pouvait plus voyager. Et donc, on s'est dit, on voudrait créer du lien social, du lien entre les gens, du lien aussi entre les disciplines. Et on voudrait mêler l'univers des artistes avec l'univers d'ONG merveilleuses qu'on connaît, que ce soit des grosses ONG comme Human Rights Watch ou Action contre la faim, mais aussi des petites ONG plus locales, ou des ONG, on va dire, ou des gens merveilleux comme par exemple Emmaüs.
et aussi mélanger les ONG, les artistes avec tout le milieu scientifique et aussi le milieu de l'art contemporain des galeries. Et donc, on a réfléchi à des expositions en plein air pour qu'elles soient vraiment disponibles pour tous et qu'elles soient pas accrochées sur des grilles comme on a l'habitude de voir des photos de grilles. Il fallait que ce soit en 3 dimensions sur une place, 2 places, 3 places. Alors, ça a commencé 1, 2, 3. Finalement, c'était 15 places dans Paris. Et créer du dialogue avec les gens qui regardent les photos, créer du dialogue entre les différents univers qui vont se croiser au sein de ces expositions dédiées au climat et aussi au social, puisque l'un ne peut pas se dissocier de l'autre. Il faut savoir que les ONG qui, pour les droits humains, en fait, reversent des fonds pour les ONG liées au climat, puisqu'en fait, les dérèglements climatiques créent des réfugiés climatiques. Donc, en fait, les deux sont totalement conjoints et ne peuvent se dissocier. C'est pour ça que, même si ça s'appelle Photoclimat, notre biennale, elle est quand même sur l'environnement, mais aussi sur le social. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de l'interview. Je voulais te remercier, Floriane. Et puis, je sais qu'on va se revoir parce que voilà, il y a des expositions en préparation, je crois, à Megève. En fait, ce qui me fait déjà plaisir dans les projets d'exposition que j'ai, c'est un peu toutes séries confondues. C'est-à-dire que il y a des galeries ou des organismes qui vont aimer les dernières séries qui datent d'il y a 1 an ou d'il y a 1 mois, et d'autres des séries d'il y a longtemps. Et en fait, c'est très mélangé. Et c'est là où je suis vraiment contente, c'est que ça doit être peut-être dur quand on est artiste et que les gens demandent toujours la même série, sauf si c'est l'œuvre d'une vie et que cette série, elle dure pendant des années, ça c'est différent. Mais moi, comme c'est des séries parfois la plupart de mes séries ont une temporalité qui va de 10 ans pour Inside Views à 15 jours pour certaines autres séries. Voilà, le fait que ce soit mélangé, c'est très intéressant. Et donc là, How Much Can You Carry part à la foire de Milan avec une galerie italienne. À Megève, on va avoir aussi les How Much. J'ai un projet d'exposition au Sri Lanka avec les nouvelles images du Sri Lanka. J'espère bien qu'on aura un projet, qu'on va développer le projet de montrer Inside Views à New York, qui est vraiment la ville genèse du projet. J'ai aussi un projet qui est pas encore validé, mais qui serait des Mama Bands à Tanger. Voilà, je pense que peut-être j'en oublie, je ne sais pas. Et un beau portfolio d'Angéo ce mois-ci en Allemagne. Voilà. Merci beaucoup, Floriane, de nous avoir accueillis chez toi, dans ta maison, qui est aussi ton atelier, où voilà, une véritable usine à rêve quand on découvre tout ce qui est exposé et puis tout ce qui est en cours de préparation pour tes futures expositions. Merci beaucoup. Merci. À très vite.